Merci d'être là. Aujourd'hui, nous sommes ici les élèves de l'atelier Sciences Po et nous avons prévu un petit atelier autour de la personnalité de M. Muntaka Keita, qui est entrepreneur. Il a fondé l'entreprise Tulip Industries qui a développé notamment les bornes numériques appelées ordinateurs debout, j'ai vu ça. Et nous allons nous intéresser au numérique en Afrique et au parcours spécifiquement de M. Muntaka. On est très content de vous avoir avec nous, M. Muntaka. Bonjour, je m'appelle Muntaka Keita, je représente la compagnie Tulip Industries. Je suis inventeur, je suis PDG de cette nouvelle entreprise de haute technologie, ici basée en Guinée, en Afrique de l'Ouest. Et nous créons l'avenir, nous créons ce dont l'Afrique a besoin, nous créons ce dont le monde a besoin. Nous sommes là, nous travaillons en Afrique avec la jeunesse africaine. Dans cette entreprise, la majorité des employés, ils ont tous moins de 35 ans. Nous développons l'Afrique. Nous fabriquons des outils, aujourd'hui très avancés, qui gagnent des médailles d'or à l'international, au Salon international de Genève, au Salon des inventions de Cotonou, en Guinée même, dans l'événement de la semaine du numérique. Nous manufacturons des bornes de très haute technologie, les meilleures bornes aujourd'hui en Afrique et dans le monde aussi. Je vais d'abord commencer par présenter les membres du groupe. François, Sophia et Marie sont la première. Et il y a Marie-Amélie qui est intérimaire. Donc nous allons commencer par des questions. Et voici la première. Quelles études avez-vous faites? Alors, j'ai un peu fait du tout. Au début, j'ai fait des études de droit, d'abord, à Paris, Université Paris Saint-René-Descartes. On était à la porte de Vente, notre unité de droit. Et bien ensuite, au bout de 4 années, c'était vraiment pas ce que j'aimais. Vraiment pas du tout. C'était un peu... Bon, c'était pas dans mon ADN, quoi, voilà. Alors, j'ai décidé de rentrer en Guinée parce que ça ne m'intéressait plus, j'avais la nostalgie du pays, mais ensuite, vu que j'avais déjà ma petite sœur qui était inventeur aux États-Unis, et ça marchait très fort, surtout à la fin des années 90. Alors ils m'ont dit, viens voir aux États-Unis, c'est super, ça peut marcher, tu peux faire ce que tu veux. Alors j'ai rêvé. Je suis parti aux États-Unis, là j'ai fait des études de International Business, affaires internationales, au business. Et là j'ai fait tout mon cursus aussi, j'ai fini. Ensuite j'ai fait un Master for Procurement and Contract. C'est un master en contrat et puis en achat. Ensuite, après ça, j'ai décidé de faire un MBA. Le MBA est beaucoup plus général. Là, c'est vraiment la gestion des affaires des grandes sociétés et autres. Ensuite, après ça, encore, je m'ennuyais. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une petite visite à Harvard, à l'école de droit de Harvard, parce que le droit me manquait un tout petit peu. Bizarrement, je n'aimais pas au départ, mais je voulais vraiment revenir dedans, avoir une sorte de petite revanche. Alors j'ai pu intégrer Harvard Law School et j'ai fini la dernière année là-bas. Et le diplôme a été en négociation, résolution des conflits. Partout où vous êtes, que ce soit à la maison, les conflits à la maison, dans une guerre civile, dans un business. Bon, toutes les techniques qui existent au monde, je peux vous les dire à peu près, parce qu'on avait les meilleurs profs. Beaucoup avaient déjà travaillé dans la Maison Blanche en tant que conseiller du président américain. Voilà. Aider les autres. En fait, ça m'ennuyait beaucoup de voir les autres galérer et je ne pouvais pas faire grand-chose. Mon salaire, j'étais dans une entreprise internationale ici, mais je me disais avec ça, oula, tu peux construire une maison à peine. Mais le jet privé, il faut l'oublier. Je veux le jet. Je veux vraiment, je veux le bateau. Je veux la villa au bord de la plage. En fait, j'ai des rêves tellement énormes que si je vous raconte, vous aurez peur. Parce que moi, ça me fait peur. Quand je vous raconte mes propres rêves, là, je dis, attends. Et c'est ça, il faut rêver grand. Alors j'ai rêvé grand, commençant de rien du tout. Un petit laptop, connexion Orange, quelques gigas. Aujourd'hui, nous sommes 74 employés à Tulip, avec une valorisation de plus de 45 millions de dollars en 3 ans. Voilà, c'est ça Tulip aussi.
Voilà. La tulipe n'est pas typique à l'Afrique. En fait, c'est né en Turquie. La tulipe, c'est originaire de la Turquie. Ensuite, la Hollande a utilisé la tulipe dans les années, je crois, 1500-1600. La tulipe valait plus que l'or en 1600. Il y avait même une bourse de la tulipe. Même, je crois, jusqu'à présent, ça existe en Hollande. Donc, j'ai piqué ça en Afrique. Ça éveillerait les esprits. Et voilà, ça marche. Tulipe, vous n'allez jamais oublier ce mot, la tulipe. Mais voilà. Nous aimerions savoir comment, en fait, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre en Afrique? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui me pousse à entreprendre en Afrique? C'est très simple. En 2030, je vous parle dans 9 ans, hein, entre 40 et 45% des Africains auront atteint un niveau de vie moyen ou élevé. En 2030, dans 9 ans, ça va très vite là en ce moment. 9 ans. Cela veut dire un niveau de vie qui est supérieur à l'Américain moyen, au Français moyen de France ou l'autre de l'Amérique. Je vous donne un exemple. J'étais directeur de banque aux États-Unis, on avait fait des études statistiques, ça c'est au niveau national. Si vous avez $20 dans votre poche en Amérique, même aujourd'hui, $20, et vous n'avez aucune dette, ni de voiture, ni de moto, ni de vélo, ni de maison, ni de dette d'études d'université, vous faites partie des 10% d'Américains les plus riches. Avec $20, combien de vous ici, nous tous, on a nos parents ici qui ont des villas, ou même des petites maisons, même la surface là où la petite maison est, coûte au moins 200, 300 000 euros. Dans ce quartier-là où nous sommes, 1000 mètres carrés vous reviendra à peu près à, je peux vous dire, vous atteignez presque le million d'euros. Parce que j'ai ma tante qui a voulu vendre son terrain en bas, là, à côté de la mer à Lambaye, à 950 000 euros, elle a dit non, je ne veux pas, je veux le million. Vous comprenez? On est dans les millions d'euros. Lorsque vous trouvez l'idée, mettez sur papier, vous devez breveter. Aujourd'hui, notre force, on a breveté sur 17 pays africains. Personne ne peut toucher aux bornes. Si vous voyez des bornes autres que tulipe, c'est parce que nous permettons. Mais toutes bornes, on peut les bloquer, les saisir, envoyer la gendarmerie, bloquer, dire c'est un... Voilà. Même si vous avez acheté aux États-Unis en France, on s'en fiche. Nous savons le problème. Donc, lorsque vous avez une idée pour solutionner un grand problème, mettez sur papier. Très bien. Allez-y voir l'OAPI, c'est à côté du stade ici. L'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ça couvre 17 pays. Demandez-leur, M. Kaba, déjà, est-ce que je peux breveter ça? C'est un concept. Même si c'est des dessins techniques ou autres, on s'en fiche. Dessin technique. Il vous dira de la procédure, c'est 100 euros. Vous brevetez. Mais une fois que vous avez ça, breveté, c'est fini. 20 ans, vous êtes les seuls à pouvoir exploiter. Non, oui. Est-ce que vos tablettes sont disponibles pour tous? En fait, les tablettes, je me suis interdit de vendre ça à tout le monde. Non. Je me suis dit, l'argent, ça n'en vaut pas la peine là. Je ne les vends qu'aux professionnels, aux médecins enregistrés au ministère de la Santé, à ceux qui peuvent me présenter qui sont de vrais médecins. Parce que si je vous donne la tablette là, vous allez avoir des milliards de francs guinéens si vous n'êtes pas médecin, en escroquant les gens. Suffisamment de dire, genre, bon, je peux vous scanner, hein, mettre un médecin de Rabat en ligne ou de Dakar qui va vous aider, hein, même si moi je ne sais pas. Et c'est fini. Donc un charlatan qui prendrait ça, irait de maison en maison et taxerait les gens 10 000, 20 000, 100 000 et mettrait un médecin de Dakar. Est-ce que c'est un vrai médecin qui est à Dakar? Est-ce que c'est pas un voleur de blouse blanche qui fait passer médecin, on vous arnaque? Ça arrive. Ne jamais donner une arme à un civil. Ne jamais donner une tablette médicale ou une borne médicale à un civil. Il faut donner ça aux professionnels. C'est eux qui savent comment l'utiliser. Comment vous pensez que l'exemple de votre entreprise montre que les nouvelles technologies sont favorables aux pays en développement? Oui, écoutez, tout est fait de l'autre côté. Hein. Tout est fait de l'autre côté. D'accord? Alors, ici, rien n'est fait. Est-ce que vous savez que si le micro là, je peux fabriquer pareillement, même mieux, ce micro là, à tulipe. Mais si je le faisais, ok, je peux aller là, breveter à l'OAPI, le micro fabriqué à tulipe. Du coup, je bloque 17 sur 17 pays africains. Personne ne peut acheter un micro si ce n'est pas avec tulipe.
comprenez ça? Je peux le faire. Tout est vide. Il faut tout faire. Et dès que vous faites, vous mettez très vite pour blinder le marché, rien que pour vous. Il faut être égoïste à ce niveau. J'ai vu dans une de vos vidéos que vous fonctionnez sur le marché pour les pharmaciens votre borne. Donc est-ce que vous avez déjà commencé? Pour les pharmaciens? Oui. En fait, la banque, c'est pas pour les pharmaciens, c'est plutôt la banque pour l'ordonnance avec le code QR. Comme ça, là, quand on te donne l'ordonnance, tu peux pas tricher, tu peux pas aller voir la vendeuse de médicaments là au marché, tu dis bon, c'est pas là, c'est pas moi, donne-moi ça. Non, tu peux pas. Parce que c'est même pas écrit paracétamol. Tu dois aller à la pharmacie, il prend la tablette, il scanne, ça sort paracétamol. Maintenant, lui, il te vend là-bas. Donc, ça assure que les pharmacies arrivent maintenant à vendre et la vendeuse là au marché ne peut plus te vendre ces faux médicaments. Donc, tablette à un médecin, quel serait le prix de la tablette? La tablette était à 3 000 €. L'année dernière, c'était la tablette Covid, battement cardiaque, oxygénation du sang pour savoir si le poumon fonctionne très bien, caméra thermique embarquée, ce qui n'existe nulle part au monde. C'est la première tablette avec caméra thermique embarquée. Mais cette année-là, on a rajouté d'autres, telles que l'échographie du cœur, l'échographie de la femme enceinte, du fœtus, l'échographie, là c'est plutôt au niveau convexe, la sonde convexe, mais il y a la sonde linéaire en un. Donc là, le prix a augmenté maintenant à 4 500 €. Mais le prix à l'international, normalement, si je devais mettre un prix, c'est autour de 15 000 € la tablette. Si je devais mettre un prix normalement à la borne, ce n'est pas 15 000 €, ce serait 100 à 150 000 €. Parce qu'en France, il y a une cabine télémédecine qui fait que 4 choses basiques. Moi, ma borne, elle fait 8. Mais en France, ça coûte 150 000 € cette cabine. S'il n'y a pas d'électricité, ça ne marche pas. Pour nous, 2 jours, il y a l'électricité. Pendant 2 jours, sans soleil, sans connexion normale, on peut scanner, faire l'échographie des femmes enceintes, aider les gens, faire des fièvres, et même à l'ORL, voir l'intérieur de l'oreille, la gorge. Il y a tellement de choses, je vous assure, ce sont les médecins nous qui nous disent ce qu'ils pourront faire de tout ça. Nous, on met seulement les gadgets dedans, on parle, et le médecin nous bosse avec. Nous, on met seulement les gadgets dedans, on parle, et le médecin nous bosse avec. Comme vous l'avez entendu, ça a sonné, on va demander d'applaudir bien fort.